Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa da Silva. Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Mahamadou Camara. Avant tout, je me présente, je m'appelle Camara Mahamadou. Je suis un jeune issu de la Seine-et-Marne et je suis un travailleur indépendant. Je travaille à Paris, je suis chauffeur taxi. Je suis le grand frère à Gaï Camara. Mon petit frère, c'est ce jeune qui a été assassiné par la police dans la nuit du 16 au 17 janvier à Épinay-sur-Seine. Et en fait, nous, dans notre tragédie, dans notre malheur, les premières personnes qui sont venues à notre chevet, c'est le collectif Vérité et Justice pour Adama Traoré. Assa Traoré, Youssef Brakni, le grand frère Almami Kanouté, le grand frère Samir. Et c'est eux qui nous ont conseillé, qui nous ont dit de pas lâcher. Et depuis ça, c'est devenu des frères et sœurs. Comme moi, je dis tout le temps quand je prends la parole, quand je dis j'ai perdu un frère, mais j'ai retrouvé des frères et sœurs qui sont venus à mon chevet et qui sont là encore. Depuis le décès à Gaï, on a un soutien de pratiquement toutes les villes qui sont aux alentours, de partout. Et sans ce soutien-là, je pense qu'on ne sera pas là aujourd'hui. Et pourquoi j'ai accepté aujourd'hui de prendre la parole, c'est parce qu'on se doit aussi de combattre et de dénoncer ce qui se passe réellement en France vis-à-vis des violences policières. Et montrer que les policiers français, c'est une des polices les plus violentes d'Europe. Le dénoncer, c'est très très important. Parce qu'en le dénonçant, moi je pense qu'on va trouver des solutions. On va trouver des solutions qui permettront à ces policiers-là de ne plus se comporter comme ça, de faire leur travail correctement. Moi, c'est ce que je dis quand on me demande, je leur dis, moi je demande juste à la police de respecter leur code de déontologie. C'est tout. Si déjà ils respectent leur code de déontologie, je pense que les personnes qu'ils interpelleront, elles le respecteront. Mais on demande à nous, des jeunes issus des quartiers populaires, de respecter la police, alors que la police elle-même ne respecte pas son code de déontologie. Après avoir assassiné Gaï, c'est tout leur système qui s'est mis en place. Ils ont appelé le SAMU. Après avoir appelé le SAMU, ils ont déposé mon petit frère à la rue Boisière sous X, alors qu'ils avaient son permis de conduire, sa carte d'identité, son assurance de voiture. Et c'est là qu'après, nous, 14 heures après, le préfet a appelé le maire de notre ville. Le maire de notre ville a appelé un président d'association parce qu'on est de culture musulmane. Et ce président-là n'a pas eu à appeler un ami à Gaï. Et cet ami à Gaï-là m'a appelé moi vers 13h quand j'étais chez moi. Et il m'a dit que Gaï a eu un problème avec la police, mais on ne savait pas c'était où. Et donc je lui ai dit, faut qu'on sache c'est où. Et là, les amis à Gaï partent directement au commissariat à Noiselle et ils disent, vous ne nous dites pas où ça s'est passé, on va tout brûler dans la ville, on va tout casser, on va foutre le bordel. Cette affaire-là ne restera pas impunie. On veut savoir où c'est. C'est là qu'on a su que ça s'était passé à Épinay-sur-Seine. Après, moi, j'ai contacté mon cousin et ma grande sœur. On est parti à Épinay-sur-Seine et le policier nous a reçus et nous dit oui, comme quoi, oui, votre petit frère, il a eu un problème avec mes collègues et il est entre la vie et la mort, il a voulu forcer un barrage. Et moi, la première des choses que j'ai dit quand on m'a dit ça, je lui ai dit, monsieur, dites plutôt que vous avez assassiné mon frère. Mais Gaï n'aurait jamais forcé un barrage. C'est quasiment impossible qu'il y ait eu un barrage. Il n'y avait pas de barrage quand les policiers les attendaient là-bas. Et c'est là qu'après, notre cousin, il a vraiment expliqué, il nous a dit comme quoi que oui, effectivement, il n'y avait pas de barrage et il a voulu partir. Et quand il a voulu partir, c'est là que les policiers ont tiré à 8 reprises. Il y a 4 policiers qui ont tiré, les 3 qui ont tiré par derrière et celui-là qui a atteint Gaï par la tête, légèrement sur la gauche, au front, il était en face de lui. Et il a tiré sur Gaï. Et malheureusement, Gaï est mort. Gaï, c'était un enfant calme. Il quasiment aucun problème avec qui que ce soit. C'était lui qui s'occupait quasiment de tout à la maison. Et pourtant, c'était moi l'aîné des garçons, mais c'était quasiment lui qui s'occupait de tout. Quand il y avait des choses à réparer, quand il y avait des courses à faire, quand il y avait plein de trucs à faire, c'était lui qui les faisait. C'est quasiment même lui qui s'occupait de mes enfants, pour vous dire. C'est lui qui sortait avec eux. Il allait au cinéma avec eux, au restaurant avec eux. Auparavant, Gaï n'avait pas subi de violence policière. Gaï n'a pas subi de violence policière, mais moi, j'ai subi une violence policière. Je me suis fait tirer dessus en 2006 par les forces de l'ordre, à coup de flashball à bout portant. Cette affaire-là, elle a été étouffée. Moi, j'ai pris un avocat, on a écrit au magistrat de Meaux, mais ils ont classé l'affaire sans suite.
Mais si moi j'aurais su qu'un jour que mon frère serait fait assassiner par la police, je crois que mon combat, je l'aurais pas lâché sur la première violence policière, la première bavure que j'ai eue. Mais c'est volontaire en fait. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois quand les gens ils me demandent, je leur dis, il ne faut pas qu'on appelle ça des bavures. C'est pas des bavures. Une bavure, ça passe une fois ou 2 fois dans l'année, mais c'est régulier. Tous les mois ou tous les 2 mois, vous entendez un jeune de cité ou un jeune issu des quartiers populaires s'est fait tuer par la police. Peu importe ce qu'ils ont pu faire, la peine de mort, elle a été abolie en France. Si des jeunes commettent des erreurs, c'est pas à la police de rendre justice. La police doit arrêter ces jeunes, les traduire devant la justice, et la justice les jugera. Mais c'est pas à la police de décider si un jeune doit vivre ou mourir. Parce que, à ce que je sache, Gaï n'était pas armé, n'a pas menacé la vie de la police. Malheureusement, ces policiers-là, ce jour-là, ils ont décidé que Gaï ne se relèvera plus et ils l'ont tué. Ils l'ont assassiné. Parce qu'il y a un véhicule qui a été volé dans la nuit, samedi soir à Champs-sur-Marne. Mon petit frère n'était pas sur le territoire français. Gaï, il est rentré de Cap-Vert, il était en vacances. Il est rentré lundi soir. Lundi soir, il a dormi à la maison, il s'est réveillé le matin. Il est parti voir ma belle-sœur qui avait accouché d'un garçon. Et après, le soir, quand ils sont partis chercher mon petit cousin à Argenteuil, l'ami à Gaï qui devait récupérer le véhicule en question qui était volé parce que nous, on n'est pas là pour cacher la vérité. Cet ami-là, a été interpellé par les forces de l'ordre comme c'était un véhicule qui était tracé, donc les policiers les attendaient sur les lieux. Et quand ils ont déposé l'ami à Gaï qui devait récupérer le véhicule, cet ami-là s'était fait interpeller. Et là, mon petit frère, il a voulu partir. C'est ce que mon cousin dit dans sa version. Il a eu peur, il a voulu partir. Et là, les policiers ont fait feu et ont tiré à 8 reprises dans son véhicule. Et malheureusement, Gaïa a pris une balle dans la tête. Et là, on va sur un non-lieu et nous, j'ai dit au juge d'instruction qu'on n'acceptera pas un non-lieu parce qu'il y a eu quand même mort d'homme. Et on ne peut pas aller sur un non-lieu quand il y a mort d'homme. C'est pas possible. Et on attend l'appel. Et là, on organise aussi des événements, des marches. Depuis le décès de mon petit frère, moi, personnellement, j'en ai fait un combat. Et c'est un combat. Et c'est le combat d'une vie, on ne lâchera pas. La première forme de lutte, je pense que la première forme de lutte, c'est le comité. Le comité Vérité et Justice pour Gaï Camara. Quand Gaï a été tué, la première des choses qu'on a fait, c'est ça, c'est de créer le comité. Les têtes pensantes du collectif, on est 7. C'est les membres du bureau. On se réunit une fois tous les mois. Et quand on crée des événements, toutes les semaines. Mais quand on se réunit, on est pratiquement tous là. Quand on s'organise, moi, je suis rien. C'est tout le monde. Et moi, admettons que si moi je dis quelque chose et qu'il n'y a personne qui vote pour la proposition, non, on la laisse de côté. On suit le groupe. On a quand même une force qui n'est pas à négliger. C'est parce que déjà, nous, notre mairie, le maire de notre ville est un grand frère qui fait partie aussi, qui est maire adjoint de sport. Ils sont là avec nous, ils nous aident. Et ils nous donnent les infrastructures qu'il nous faut pour qu'on puisse mener notre lutte. Et ça, c'est important aussi. La deuxième forme de lutte, c'est l'aspect économique. Honnêtement, quand Gaï est décédé, je reviens encore à cette solidarité. On a la petite sœur Awa qui a fait une cagnotte dès les débuts quand Gaï est décédé, qui a fait une cagnotte, qui nous a rapporté un peu d'argent qui nous permet de payer les avocats. Les t-shirts. Les t-shirts, c'est quand même un moyen qui nous permet aussi de payer nos frais. Les t-shirts qu'on fabrique et qu'on vend. C'est symbolique, c'est 10 €, mais les 10 €, c'est énorme pour nous. On fait des événements aussi, un tournoi de foot qu'on fait tous les ans. C'est le club de foot Champs FC qui ont décidé de l'organiser à la mémoire de Gaï. Et ce tournoi aussi nous rapporte aussi de l'argent parce que, en fait, sans argent, les luttes, elles vont nulle part, en fait. En forme de lutte, la connaissance du droit, c'est très important de connaître nos droits, de connaître les agissements de la police, de connaître ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et moi, ce que je dis à chaque fois, quand je prends la parole, quand je dis aux jeunes, je leur dis, quand il y a un contrôle de police, ne rentrez pas dans leur jeu, ne leur donnez pas le fouet pour qu'ils puissent vous fouetter. Mais vous avez des droits. Quand ils viennent vous parler, il faut qu'ils vous voient. Ne les tutoyez pas, vous voyez-les. S'il y en a un qui peut filmer, faut filmer, parce que ça les dissuade aussi de se comporter comme ça. Moi, je pense que personne n'a le droit d'ôter la vie d'un être humain. Peu importe. Personne n'a le droit de tuer quelqu'un. Personne n'a le droit d'ôter la vie de jeunes, peu importe ce qu'ils ont pu faire. On n'a pas le droit de donner l'autorisation à ces policiers-là de se comporter comme ça. Mais l'État, les institutions leur donnent ce pouvoir
de se comporter comme ça. Parce qu'il vote des lois qui permettent à ces policiers-là de tirer à n'importe quel moment pour un oui ou pour un non. À 2 sommations, on peut perdre la vie. Pour un refus de tempérer, aujourd'hui en France, on perd la vie. Et je lutte face à cette loi-là qui a été votée en 2017 par les députés français, qui permettait à la police de tirer à 2 sommations. Parce que si mon petit frère est mort, c'est dû à ça. C'est ces lois qui sont votées par l'Assemblée nationale, par des députés irresponsables. Mais on n'est pas dans un état de droit, parce que si on serait dans un état de droit, moi je parle de mon cas et celui-là de mon petit frère, on n'aura pas attendu 4 mois pour désigner un juge d'instruction. Ils n'auront pas attendu 9 mois pour que notre avocat puisse avoir la main sur le dossier. Et comme vous voyez, dans toutes les violences policières, dans tous les meurtres policiers, c'est toujours le même système qu'ils mettent en place. Et je pense que ça, c'est pas normal dans un état de droit. Certes, Gaël, lui, il reviendra plus, mais dans le décès à Gaël, on a rencontré beaucoup de gens qui formidables, qui nous soutiennent. Ça a fait chaud au cœur. La rencontre à Assa Traoré, ça s'est fait 2 jours après le décès à Gaël. On a l'impression, en fait, que quand on a rencontré Assa, c'est comme si on se connaissait depuis qu'on était nés. En fait, nous, on est des Maliens, on est des Soninké. Et direct, dès qu'elle est venue, elle nous a parlé en Soninké, on a parlé ensemble et de ça, elle nous a réconfortés, elle nous a dit oui, ça va être difficile, tant que le corps il est pas enterré, ça va être très très difficile pour vous. Mais soyez forts, elle nous a conseillé. Et direct, le feeling, en fait, il est passé directement. Elle nous a dit, Gaï, c'était mon frère. Et on va se battre ensemble pour Adama, pour Gaï et pour tous les autres qui sont morts injustement par la police. Quand mon frère est décédé, quand mon frère a été tué, a été assassiné par la police, tout le monde attendait que je donne le feu vert. J'aurais dit, on ne va pas casser de voiture, on ne va pas brûler la voiture de notre voisin. On ne va pas aller brûler un gymnase qui va nous permettre à nous de faire du sport. On ne va pas aller brûler la mairie parce que c'est pas... Et Gaï, il n'aurait jamais accepté ça. C'était pas un mec, c'était pas une personne qui encourageait à la violence. Donc pourquoi on va salir? Déjà, ils l'ont dit, c'est sali comme ça. On ne va pas leur donner le fouet pour qu'ils nous fouettent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je leur ai dit, on va se battre. On va faire comme tous les collectifs ont fait. On a un collectif qui nous soutient, qui est fort, qui s'appelle Collectif Vérité et Justice pour Adama Traoré. Et on va suivre qu'est-ce qu'ils font. Et on va se battre comme eux. Et depuis, on se bat. On fait des marches. On va à chaque fois qu'il y a une personne qui a été victime de violences policières ou bien de meurtres policiers, on essaie d'être aux côtés des familles pour les consoler. Parce que moi, honnêtement, c'est très important de voir des personnes qui ont vécu ces injustices venir vous soutenir. Et nous, quand on a eu le soutien d'Assa et tout ça, franchement, ça nous a fait du bien. C'est important qu'on puisse tous se donner la main, parce que seul on ne pourra rien faire seul. Mais si on est plusieurs collectifs à le dénoncer et à se battre, et quand ils voient qu'on est capable de s'unir, et quand ils voient qu'on se déplace et qu'on va à des 300, 400 km, voire pour soutenir une famille qui a vécu une violence policière ou un meurtre policier, derrière ça les fait peur. Ils disent ils sont capables de s'organiser. Et cette image-là, de nous, ils ne veulent pas l'avoir. Eux, leur but, c'est quoi? C'est que moi, je dis à chaque fois, on montre toujours le négatif de ce qui se passe dans nos villes. On ne montre jamais le positif. Alors que 97% des personnes qui vivent dans ces quartiers ou bien dans ces villes, c'est des gens qui se battent, qui travaillent, qui subviennent à leurs besoins, à leurs besoins de la famille. Et peut-être qu'il y en a que de 2 ou 3% qui font des conneries, mais qui n'a pas fait d'erreur dans sa jeunesse. On a tous fait des erreurs dans notre jeunesse. Et c'est pas pour autant qu'on a fini dans un cercueil. Moi, mon petit frère, je sais qu'il n'a pas commis d'erreur. Quand on a voulu le salir, on a dit comme quoi qu'il était complice d'un vol de véhicule. J'ai dit à ma mère, c'est impossible. Moi, la première des choses, quand on m'a dit ça, j'ai dit, c'est impossible. Gaël n'aurait jamais été impliqué dans un vol de voiture. Et la preuve, elle est là. C'est que le véhicule qui a été volé à Champs-sur-Marne, Gaël n'était pas sur le territoire français, il n'était même pas en France. Et ce que j'ai dit à ma mère quand j'ai dit, mais ils sont en train de dire ça, mais il faut que tu saches que dans toutes les violences policières, dans tous les meurtres policiers, ils ont sali la victime. Ils ont sali ton fils, ils vont salir ton fils, il faut que tu l'acceptes. Mais moi, personnellement, je ferai tout qui est en mon pouvoir, toute la force que j'ai pour que la vérité sache, que la justice fasse son travail. Avant, ça arrivait qu'à nous, les jeunes ici des quartiers populaires, des Noirs, des Arabes et des Roms. Aujourd'hui, tous les citoyens français sont touchés des violences policières, des meurtres policiers. Et c'est pour ça que moi, quand je prends la parole, je dis c'est pas une différence de couleur ni de religion. À chaque fois, je le dis.
c'est la vie humaine qui nous préoccupe, nous. Vous savez, le mouvement Gilets jaunes a fait ouvrir les yeux à beaucoup de personnes, à beaucoup de citoyens français, à comprendre. Quand moi, Youssef et Assa m'ont appelé, ils m'ont dit « Mamadou, il faut que tu fasses partie du mouvement Gilets jaunes », je leur ai dit « Non, il est hors de question ». Moi, je ne rentre pas dans les histoires de fachos. Je dis « Moi, un facho, il reste un facho, c'est pas mon problème ». Et Youssef, il m'a dit, Mamadou et Assa, ils m'ont dit « Non, Mamadou, il faut que tu viennes ». Parce que les violences policières n'ont pas commencé le 11 novembre 2018. Les violences policières n'ont pas commencé au mouvement Gilets jaunes. On est bien d'accord. Je lui ai dit ouais. Il m'a dit les violences policières, ça fait 40 ans que nous, dans nos quartiers populaires, on dénonce les violences policières. Et nous, c'est pas des yeux ou des mains qu'on perd, c'est la vie. Et ça, on ne peut pas laisser un mouvement comme ça sans y rentrer dedans. Et on est rentré dedans comme ça dans le mouvement Gilets jaunes. Nous, c'est la vie humaine qui nous préoccupe. C'est comment aider des personnes à éviter ce qui s'est passé le 16 janvier à Épinay-sur-Seine. Comment aider des personnes à éviter de mourir comme Adama Traoré, ou comme Gaye Camara, comme Lamine Dieng, comme Wissam. Comment éviter des personnes à mourir comme Ababacar Gaye, comme Abou Fofana. Comment éviter des personnes à perdre la vie comme Ibrahim Abba. Comment éviter que ces policiers-là se comportent comme ça. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on doit mener. Faire des choses qui nous permettent que les policiers arrêtent de tuer déjà. Et ça sera déjà une victoire déjà. Qu'ils arrêtent de nous tuer déjà, ça serait déjà une grande victoire. Pour finir, je ne dirais pas que les Blancs ne font pas partie de nos manifestations. Ils sont présents aujourd'hui dans nos luttes. Les Blancs sont en tête aussi, et il faut le dire aussi. Ils participent aussi à nos événements. Et ils sont là financièrement aussi. Et ça, il faut le dire aussi, il faut les encourager à venir vers nous. Les personnes de couleur blanche, je pense qu'ils ont enfin compris que ce que nous dénonçons depuis des siècles, ils sont en train de le vivre. Merci à Mahamadou Camara de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Eker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Elise Hilberman pour le mixage. Et merci à vous d'avoir écouté ce 3e épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.